Viré du mariage car, trop plouc, j'ai retiré mon investissement. Quand le mariage a coulé. Soudain, je suis devenue leur sauveuse. Je m'appelle Sidonie. Ma propre sœur a décrété que j'étais trop plouc, trop rustique pour faire partie de son mariage de princesse. Ils m'ont rayé de la liste des invités comme on efface une tache sur une photo. Mais ce n'est pas tout. Ils ont utilisé mon argent pour financer leurs rêves, puis ils ont prétendu que je n'avais jamais existé. J'ai retiré mon investissement. J'ai annulé les chèques. Et juste comme ça, tout le mariage s'est effondré. Mais ce qui a fait le plus mal, ce n'était pas l'exclusion. C'était de réaliser qu'ils avaient planifié tout cela dans mon dos depuis le début. Pas de merci, pas d'excuses, juste le silence, une légende Instagram parfaite. Ils pensaient que je resterais silencieuse, la gentille grande sœur qui paie et qui se tait. Ils avaient tort. Ils voulaient une guerre d'images? Ils ont eu une apocalypse financière. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur jour de rêve en cauchemar absolu, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous. Est-ce que c'est le matin à Paris, ou la nuit à Montréal? J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. Le message est arrivé alors que j'avais les mains plongées dans la terre glaise, jusqu'au coude. C'était une fin d'après-midi d'octobre en Dordogne, la lumière dorée traversait les vitres poussiéreuses de mon atelier, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. L'odeur de la terre humide et du four à céramique chaud m'enveloppait comme une seconde peau. C'est mon odeur. Celle du travail. Celle de la réalité. Mon téléphone a vibré sur l'établi, menaçant de tomber à cause des vibrations. J'ai dû m'essuyer les mains sur mon tablier en toile épaisse, déjà maculé de gris et d'ocre, avant de pouvoir déverrouiller l'écran. C'était Mélissandre. Ma petite sœur. Pendant une seule seconde stupide et naïve, j'ai cru que c'était un message affectueux. Peut-être une photo de sa dernière séance d'essayage, ou une question sur la nuance de bleu pour les nappes dont nous avions discuté la semaine dernière. Ou peut-être, soyons fous, un simple « merci ». J'avais viré 15 000 € sur le compte du fleuriste 2 jours plus tôt. 15 000 € pour des orchidées importées parce que Godefroy, son fiancé, trouvait les roses trop communes. Mais non. Ce n'était pas un merci. L'écran affichait « Et Sido », juste pour te dire que la liste des invités est finalisée. On a dû faire des coupes budgétaires difficiles. J'espère que tu comprendras. Bisous. Love you. J'ai cligné des yeux. J'ai relu le message 1 fois. 2 fois. Coupe difficile? J'ai murmuré ces mots à voix haute, ma voix résonnant étrangement dans le silence de l'atelier. Le bourdonnement du four électrique semblait soudain assourdissant. Je n'étais pas sa coiffeuse. Je n'étais pas la fille de son cours de pilates avec qui elle buvait du rosé le jeudi soir. J'étais sa sœur. Sa seule sœur. Celle qui lui avait appris à faire du vélo. Celle qui lui avait payé son premier appartement à Paris. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue une variable d'ajustement dans son équation du mariage parfait. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran. Peut-être s'était-elle trompée de destinataire? Peut-être ce message était-il destiné à une cousine éloignée, une ancienne camarade de fac qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Mais non. Mon nom n'était pas écrit, mais le « Sido », ce surnom qu'elle seule utilisait quand elle voulait quelque chose, ne laissait aucun doute. J'ai posé le téléphone, face contre table, comme s'il venait de m'insulter physiquement. Ce n'était pas comme si je n'avais pas vu les drapeaux rouges s'agiter au ralenti ces dernières semaines. Il y avait eu ce guide de style pour les demoiselles d'honneur. Un document PDF de 12 pages intitulé « L'élégance intemporelle ». Elle l'avait envoyé à tout le monde, avec un objet d'email à peine voilé, « Soyons cohérents, soyons chics ». Ce document m'avait fait l'effet d'une gifle. Pas de dénime, pas de bottes, pas d'imprimés floraux, pas de matière brute. En gros, pas de Sidonie. Je suis céramiste. Je vis à la campagne. Je porte du lin, du coton épais, des vêtements faits pour durer et pour travailler. Je suis Dordogne. Elle voulait que je sois Paris rive gauche.
Je me suis regardée dans le miroir piqué de l'atelier. Une femme de 34 ans, les cheveux relevés en un chignon désordonné retenu par un crayon à papier, des taches d'argile sur la joue, les ongles courts et propres mais abîmés par le travail manuel. Je n'étais pas l'esthétique. J'étais le labour. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Quand l'image passe avant les gens, surtout avant son propre sang, ce n'est plus un mariage. C'est un lancement de produit. Et je ne correspondais pas à l'image de marque. Pourtant, j'avais essayé. Mon Dieu, que j'avais essayé de jouer le jeu. J'avais ri à ces blagues de mauvais goût sur la fermière qui se déguise. J'étais restée silencieuse quand elle m'avait demandé si je pouvais peut-être faire un effort et cacher mes mains pour le dîner de répétition, me suggérant de porter des gants en dentelle comme si j'étais une lépreuse victorienne. Et maintenant, voilà la vérité, servie dans un texto froid comme une lame de rasoir. Je suis restée là, près de l'évier en pierre, l'eau froide coulant sur mes poignets, le cœur battant plus fort que mes pensées. J'ai pensé appeler maman. Bernadette. Mais je savais exactement comment cela se passerait. Elle prendrait sa voix de soleil artificiel, celle qu'elle utilise quand elle veut éviter un conflit. Ma chérie, ne sois pas dramatique. C'est juste une question d'organisation. Godefroy a une très grande famille, tu sais, des gens importants. Des gens importants. Et moi? J'étais quoi? Le carnet de chèques? J'ai coupé l'eau. Le silence est retombé, lourd, oppressant. J'ai regardé le vase que je tournais juste avant le message. C'était censé être le centre de table principal. Une pièce unique, émaillée en verre céladon, que j'avais passé 3 semaines à perfectionner. D'un geste lent, presque détaché, j'ai pris le vase encore humide. Et je l'ai écrasé entre mes mains. L'argile s'est affaissée, redevenant une masse informe. C'était étrangement satisfaisant. Comme si, en détruisant cette perfection, je commençais enfin à voir clair dans leur jeu. Le souvenir de ce dîner, il y a 2 semaines à peine, m'est revenu comme une remontée acide. C'était le moment précis où j'aurais dû comprendre que je n'étais pas invitée à la fête, mais que j'étais le plat de résistance qu'on dévorait avant de jeter les os. J'étais montée à Paris pour un dernier essayage de robe. Pas une robe de demoiselle d'honneur, non. Mélisandre m'avait bien fait comprendre que je ne serais pas dans le cortège. Tu n'es pas assez grande, Sido, ça déséquilibrerait les photos, avait-elle dit avec un petit sourire désolé. J'avais accepté. J'avais ravalé ma fierté et j'avais acheté une robe en lin sauvage, d'un bleu nuit profond, simple, élégante, coûteuse. Une robe qui disait « Je suis là, je suis digne ». Nous avions rendez-vous dans ce restaurant du 8e arrondissement, le genre d'endroit où la salade coûte le prix de mes courses hebdomadaires et où les serveurs vous regardent comme s'ils vous faisaient une faveur en prenant votre commande. Godefroy était là. Le fiancé. Le prince. Issu d'une famille de nouveaux riches qui avaient fait fortune dans l'immobilier de bureau et qui agissait comme s'il descendait directement de Louis XIV. Il portait un costume qui brillait un peu trop et une montre qui prenait trop de place sur son poignet. Quand je suis arrivée, j'ai vu son regard. Ce n'était pas un regard de bienvenue. C'était un scan. De mes chaussures en cuir, trop plates, à mon visage, trop peu maquillée. Ah, Sidonie, a-t-il lancé sans se lever. Tu as trouvé le chemin? On avait peur que tu te perdes avec tout ce trafic, ça doit te changer des tracteurs. Mes parents, Bernadette et Jacques, ont ri. Un rire nerveux, obséquieux. Ils riaient toujours aux blagues de Godefroy. Ils le traitaient comme une divinité fragile qu'il ne fallait surtout pas contrarier. Bonsoir Godefroy, ai-je répondu en m'asseyant. Le GPS fonctionne aussi pour les ploucs, tu sais. Le silence s'est fait. Mélisandre a levé les yeux au ciel. Aussitôt, arrête d'être sur la défensive. Il plaisante. Prends un verre de champagne, ça va te détendre. J'ai pris le verre. J'ai bu. J'ai observé. Pendant tout le repas, ils n'ont parlé que d'une chose, l'image. Le photographe devait venir de Milan. Les fleurs devaient être aériennes. Les invités devaient être triés sur le volet. On a dû écarter l'oncle Michel, disait Godefroy en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Il rit trop fort. Ça fait mauvais genre sur la vidéo.
Maman a hoché la tête vigoureusement. Tu as raison, Godefroy. Il faut que tout soit parfait. C'est votre moment. Puis, le regard de Mélisandre s'est posé sur moi. Ou plutôt, sur mes mains posées sur la nappe blanche. Même propres, mes mains gardent les traces de mon métier. Des micro-coupures, des ongles courts, une peau un peu rêche. C'est la marque de l'artisan. J'en suis fière. Sido, a-t-elle chuchoté, comme si elle me signalait que j'avais de la salade entre les dents. Tu comptes faire quelque chose pour tes mains? Avant le jour J? J'ai regardé mes mains. Puis je l'ai regardée, elle, avec sa manucure gel impeccable qu'elle ne savait même pas utiliser pour ouvrir une canette de soda. Comme quoi? Les couper? Non, mais je ne sais pas. Une manucure? Des gants? Godefroy disait justement que sur les photos de gros plans, quand on tiendra nos coupes, ça ferait tache. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Une colère sourde, ancienne. Tache? Mes mains paient ce dîner, Mélisandre. Mes mains ont payé tes études. Mes mains ont payé la compte du château. Godefroy a émis un petit bruit méprisant, un reniflement amusé. Allons, ne sois pas vulgaire, Sidonie. Parler d'argent à table, c'est tellement provincial. J'ai failli me lever. J'ai failli renverser la table. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai vu le regard de ma mère. Un regard suppliant. S'il te plaît, ne gâche pas tout. S'il te plaît, laisse-nous rêver qu'on fait partie de leur monde. Alors j'ai souri. Ce sourire fou qui fait mal aux zygomatiques. Tu as raison, Godefroy. C'est très provincial. À la fin du repas, quand l'addition est arrivée une note astronomique de 800 €, Godefroy a tapoté ses poches avec une fausse surprise théâtrale. Ah, mince! J'ai laissé mon portefeuille dans l'autre veste. Quel idiot! Il ne m'a même pas regardé. Il savait. Tout le monde savait. Maman s'est agitée sur sa chaise, mal à l'aise. Papa a regardé ses chaussures. J'ai sorti ma carte bancaire. La noire. Celle que j'avais obtenue grâce à mes exportations vers le Japon et les États-Unis. Celle qu'ils aimaient tant quand il fallait payer, mais qu'ils détestaient reconnaître. Je m'en occupe, ai-je dit. Godefroy a souri, satisfait. Merci, ma grande. On te remboursera, bien sûr. Il n'a jamais remboursé. Pas un centime. Et ce soir-là, en sortant du restaurant sous la pluie fine de Paris, j'ai vu Godefroy chuchoter quelque chose à l'oreille de Mélisandre en me regardant monter dans mon taxi. Ils ont ri. Je ne savais pas ce qu'il avait dit à ce moment-là. Mais maintenant, avec ce texto sous les yeux, je devine. Il devait dire quelque chose comme « On l'a bien eu, la vache à lait ». Pour comprendre la violence de ce qui allait suivre, il faut comprendre l'argent. Dans ma famille, l'argent n'est pas juste une monnaie d'échange, c'est un langage. Et j'étais la seule à le parler couramment. Mes parents, Jacques et Bernadette, sont des gens bien, en apparence. Ils sont retraités de la fonction publique, avec des petites pensions et de grands rêves. Ils ont passé leur vie à essayer de paraître plus riches qu'ils ne l'étaient, achetant des voitures à crédit, partant en vacances dans des clubs qu'ils ne pouvaient pas se permettre, tout ça pour tenir son rang. Quand j'ai commencé à réussir, vraiment réussir, avec mon atelier de restauration de meubles anciens et mes céramiques, c'est devenu leur bouée de sauvetage. Au début, c'était des petites choses. Sidonie, tu peux avancer pour la réparation de la toiture? Sidonie, ta sœur a besoin d'un ordinateur pour la fac. J'ai toujours dit oui. J'étais l'aînée. La responsable. Celle qui était restée au pays, celle qui avait les pieds sur terre. Je me disais que c'était mon rôle. J'étais fière de pouvoir aider. Mais avec Mélisandre, c'était différent. Elle était l'enfant doré. La petite dernière. Née 7 ans après moi, elle était le bébé miracle, la poupée qu'on habille. Elle a grandi en entendant qu'elle était spéciale, qu'elle était faite pour de grandes choses, pour Paris, pour la lumière. Moi, j'étais faite pour l'ombre et le labeur. Quand elle a rencontré Godefroy, c'était l'apothéose. Enfin. Le ticket d'or. Le mariage qui allait effacer toutes les dettes émotionnelles et sociales de la famille.
Sauf que la famille de Godefroy n'a pas mis un centime. C'est la tradition, la famille de la mariée paie la réception, avait décrété sa mère, une femme sèche comme un coup de trique, lors des fiançailles. Mes parents étaient paniqués. Ils étaient à découvert. Alors, qui ont-ils regardé? Moi. C'est un investissement pour le bonheur de ta sœur, m'avait dit maman, les larmes aux yeux. Juste une avance. Quand ils seront mariés, Godefroy l'aidera, et on te remboursera. J'ai craqué. J'ai dit oui. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable, celui que j'avais nommé ironiquement « Projet Cendrillon ». J'ai fait défiler les chiffres. C'était vertigineux. Acompte Château de Valençay, 15 000 €. Traiteur, le festin royal, acompte et deuxième versement, 18 000 €. Robe de mariée, créateur sur mesure, 6 000 €. Fleuriste, acompte, 4 000 €. DJ et orchestre, 2 000 €. Total, 45 000 €. 45 000 €. C'était l'épargne de 5 années de travail acharné. C'était l'argent pour l'extension de mon atelier. C'était mes vacances que je ne prenais jamais. Et tout était à mon nom. Les contrats, les factures, les devis. J'étais la signataire. J'étais la garante. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, toujours affiché sur ce texto maudit. Coupe budgétaire. Soudain, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Lazare. Mon cousin. Le seul dans cette famille de fous qui avait gardé un peu de bon sens. Il travaillait dans l'événementiel à Lyon, il connaissait les coulisses. Sido. Ne réponds pas à Mel. Regarde ce que je viens de t'envoyer. C'est une capture d'écran d'un groupe WhatsApp dont tu ne fais pas partie. Ça s'appelle « Plan B, VIP Only ». Je me suis infiltré avec le compte de ma copine. Tu dois voir ça. J'ai ouvert l'image. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était de la clarté. Une clarté absolue, aveuglante, douloureuse. La discussion datait de la veille. Godefroy, alors, c'est réglé pour la Pequenaude? Je ne veux pas voir sa tête de fermière sur les photos du Vogue. Elle va ruiner l'esthétique Holmony qu'on essaie de construire. Maman, Bernadette, ne t'inquiète pas chérie. Je vais gérer. On va lui dire que c'est pour des raisons de logistique. Elle est naïve, elle gobera tout. L'important, c'est qu'elle ait fait le virement pour le traiteur hier. Mélisandre, ouf. J'avais tellement peur qu'elle vienne avec ses mains dégueulasses. Merci maman. Tu es la meilleure. On pourra inviter les Delacour à sa place, ils sont tellement plus influents. Godefroy, parfait. On prend son fric, on jette la bouseuse. C'est du business, bébé. Je suis resté figé. La Pequenaude. Sa tête de fermière. On prend son fric, on jette la bouseuse. Ma propre mère. Ma propre sœur. J'ai posé le téléphone. Je me suis levée. Je suis allée dans ma petite cuisine, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti une bouteille de vin rouge local. J'ai versé un verre. Ma main ne tremblait pas. C'était fini. La Sidonie gentille, la Sidonie naïve, la Sidonie banque, elle venait de mourir à l'instant précis. Ils voulaient du business? Ils allaient voir comment une Pequenaude gère le business quand le contrat est rompu. Je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mes emails. J'ai cherché les adresses de tous les prestataires. Il était 19h30. Les bureaux étaient fermés. Mais les emails, eux, partaient instantanément. J'ai commencé à taper. Avant d'envoyer ces emails qui allaient déclencher l'apocalypse, j'ai fait une chose. Une dernière tentative, peut-être pour apaiser ma conscience, ou peut-être pour avoir la certitude absolue qu'il ne méritait aucune pitié. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'entendais le bruit de la télévision en fond, une émission de variété. Allô? Sidonie? Sa voix était normale. Trop normale. C'était effrayant de voir à quel point elle pouvait jouer la comédie. Maman, j'ai reçu le message de Mélisandre, ai-je dit calmement. Je voulais juste vérifier.
C'est une blague? Il y a eu un silence. Puis un soupir, ce soupir théâtral que je détestais tant. Oh, ma chérie. Je lui avais dit de t'appeler, mais elle était tellement stressée. Écoute, ne le prends pas mal. C'est très compliqué, tu sais. La liste des invités a explosé, et la famille de Godefroy a des exigences très strictes. Maman, je suis sa sœur. J'ai payé pour le château où ils vont dormir. J'ai payé pour le foie gras qu'ils vont manger. Tu es en train de me dire que je ne suis pas invitée à la fête que je finance? Sa voix s'est durcie. Le masque de la mère douce a glissé. Arrête de tout ramener à l'argent, Sidonie. C'est vulgaire. C'est le jour de ta sœur. Si tu l'aimais vraiment, tu comprendrais que ta présence, comment dire, dénote un peu. Tu n'es pas très à l'aise dans ce monde-là, on le sait tous. On te rend service, en fait. Tu te serais ennuyé. Je me serais ennuyé? Ai-je répété lentement. Oui. Et puis, soyons honnêtes, tu aurais fait tache sur les photos. Godefroy veut que tout soit parfait pour ses associés. Tu pourras venir le lendemain pour le brunch, on fera ça entre nous, sans protocole. C'est mieux, non? Le lendemain. Pour les restes. Comme le personnel de service. C'est ton dernier mot, maman? Tu choisis l'image de Godefroy plutôt que ta fille? Je choisis le bonheur de Mélisandre. Arrête d'être égoïste et jalouse. Tu as toujours été jalouse d'elle parce qu'elle brille et pas toi. Maintenant, laisse-nous tranquilles, j'ai ma série qui recommence. Elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone éteint. Jalouse. Égoïste. J'ai bu une gorgée de vin. Le goût était riche, tannique, puissant. Très bien, maman, ai-je murmuré au vide de ma cuisine. Tu veux de l'image? Je vais t'en donner. Je me suis tournée vers mon ordinateur. J'ai ouvert le contrat du château de Valençay. Article 14, alinéa B, annulation par le client. En cas d'annulation à moins de 7 jours de l'événement, l'acompte est perdu, mais le solde n'est pas dû si le client est le signataire unique. J'étais la signataire unique. J'ai rédigé le premier mail. Objet, annulation immédiate et définitive, mariage Godefroy et Mélisandre, 24 octobre à l'attention de Monsieur le Directeur, je sous-signé, Mademoiselle Sidonie L., titulaire du contrat dièse 8829, vous informe par la présente de l'annulation totale de la réservation pour le mariage prévu ce samedi. Je révoque toute autorisation de prélèvement sur mes comptes bancaires. Je suis consciente que la compte est perdue. Considérez l'événement comme nul et non avenu. Cordialement. J'ai copié-collé le texte pour le traiteur. Pour le fleuriste. Pour le loueur de limousine. Pour le DJ. À chaque envoyé, je sentais mon cœur s'alléger. C'était physique. Un poids qui s'envolait. 15 000 € pour le château? Perdu. 10 000 € pour le traiteur? Perdu. J'étais en train de jeter 25 000 € par la fenêtre. Mais c'était le prix de ma liberté. Et c'était le prix de leur leçon. J'ai ensuite ouvert mon application bancaire. J'ai fait opposition à tous les chèques non encaissés. J'ai bloqué les prélèvements à venir. Puis, j'ai fait une dernière chose. J'ai réservé un billet d'avion. Départ le lendemain matin, 6 heures. Destination, Porto Vecchio, Corse. Une villa isolée, sans voisins, avec une piscine à débordement et une vue sur la mer. Coût de la semaine, 3 000 €. Une paille comparée à ce que je venais de perdre, mais c'était MON argent, pour MON plaisir. Il était 22 heures. J'avais tout annulé. Le château, la bouffe, la musique, les fleurs. Le mariage était dans 4 jours. Et il ne le savait pas encore. C'est là que je me tourne vers vous. Mettez-vous à ma place une seconde. Vous venez de réaliser que votre famille vous a utilisé, humilié et jeté. Vous avez le pouvoir de tout détruire en un clic. Est-ce que vous le faites? Ou est-ce que vous essayez de sauver la paix une dernière fois? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Est-ce que je suis allé trop loin? J'attends vos réponses. Le lendemain matin,
je roulais vers l'aéroport de Bordeaux bien avant le lever du soleil. Mon téléphone principal était éteint, jeté au fond de mon sac à main. J'avais activé un vieux téléphone de secours, dont seul Lazare avait le numéro. Je me sentais étrangement vide. Pas triste. Juste, propre. Comme si j'avais pris une douche après avoir passé des années dans la boue. L'avion a décollé alors que le soleil perçait l'horizon. J'ai regardé la terre s'éloigner. Quelque part en bas, à Paris, Mélissandre devait se réveiller, s'étirer dans ses draps en soie, penser à sa manucure, persuadée que tout était payé, que tout était réglé, que sa grande sœur bouseuse avait sagement accepté sa punition. Arrivé en Corse, l'air était différent. Il sentait le maquis, le sel et la résine. J'ai récupéré ma voiture de location et j'ai conduit jusqu'à la villa. C'était un endroit sublime, accroché à la falaise. J'ai posé ma valise, j'ai enfilé un maillot de bain, j'ai versé un verre de vin blanc frais, et je me suis assise face à la mer. Il était midi. C'était jeudi. Les emails d'annulation avaient dû être lus ce matin à l'ouverture des bureaux. Mon téléphone de secours a vibré. Un message de Lazare. Sido. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le chaos total. J'ai souri. J'ai tapé, raconte. Lazare, le traiteur a appelé maman il y a 1 heure. Il a dit qu'il ne livrerait pas, maman a cru à une erreur. Elle a hurlé au téléphone en disant qu'elle allait porter plainte. Le type lui a répondu, Madame, le contrat est au nom de Sidonie L, et elle a annulé par écrit ce matin. Pas de contrat, pas de crevettes, point. J'ai ri. Un rire franc, qui partait du ventre. Pas de crevettes. C'était la plus belle phrase que j'avais entendue depuis des années. Lazare, Godefroy est en train de devenir fou. Il appelle le château. Apparemment, le gérant leur a dit qu'il pouvait maintenir la réservation s'ils payaient la totalité de la somme plus une pénalité de réactivation avant ce soir 18h. On parle de 25 000 € cash, tout de suite. J'ai bu une gorgée de vin. Je savais qu'il ne les avait pas. Godefroy était un riche de crédit. Tout était dans l'apparence. Ses parents ne lâcheraient pas une telle somme pour rattraper les erreurs de la belle famille. Et mes parents étaient à sec. Lazare, Mélissandre pleure non-stop. Elle dit que tu es un monstre. Maman dit que tu as fait une dépression nerveuse et que tu n'es pas responsable. Ils essaient de te joindre partout. J'ai regardé mon téléphone principal, toujours éteint sur la table basse. Il devait être en train d'exploser. Des centaines d'appels, de messages vocaux, de menaces, de supplications. Je n'ai rien répondu à Lazare. J'ai posé le téléphone. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bruit des vagues. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui réparait. J'étais celle qui laissait casser. Le vendredi est passé dans un flou de bonheur égoïste. J'ai mangé des langoustes grillées dans un petit restaurant du port. J'ai acheté une robe en soie locale. J'ai marché sur la plage. Pendant ce temps, à 800 km de là, le monde de ma sœur s'effondrait brique par brique. Lazare me tenait au courant heure par heure, tel un correspondant de guerre sur le front. Vendredi 14h, le fleuriste a revendu les orchidées à un autre mariage. Mélissandre devra se contenter de ce qu'il reste au marché de Rungis. Vendredi 17h, les parents de Godefroy ont refusé de payer le château. Ils ont dit que c'était une honte et un manque de respect. Le mariage est déplacé, accroche-toi, dans le jardin de l'oncle Michel. Celui qu'il ne voulait pas inviter parce qu'il rit trop fort. L'ironie était délicieuse. L'oncle Michel, le paria, devenait le sauveur. Et le château de conte de fées se transformait en barbecue de banlieue. Mais le pire restait à venir. Le samedi. Le jour J. Le samedi matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai pris mon café sur la terrasse. C'était le jour où j'aurais dû être assise au fond d'une église, cachée derrière un pilier pour ne pas gâcher les photos, regardant ma sœur parader avec mon argent. Au lieu de cela, j'étais libre. Vers 11h, Lazare m'a envoyé une vidéo. C'était filmé discrètement, le téléphone tenu bas. L'image montrait le jardin de l'oncle Michel. Il pleuvait. Une petite brune parisienne, grise et misérable.
Il n'y avait pas de tente, car il n'avait pas eu le temps ni l'argent d'en louer une. Les invités, habillés en haute couture, pataugeaient dans la boue. Des chaises en plastique de jardin avaient été installées à la hâte. Au centre, une arche fleurie minable, faite avec quelques roses de supermarché. Et les visages? C'était un tableau de la Renaissance intitulé « Le désespoir ». Mélisandre était là, dans sa robe à 6 000 €, la seule chose que j'avais payée intégralement des mois avant et que je n'avais pas pu annuler. Le bas de sa robe était trempé de boue. Son maquillage coulait. Elle hurlait sur maman. On entendait sa voix sur la vidéo, « C'est ta faute. Tu m'avais dit qu'elle ne ferait rien. Tu m'avais dit qu'elle était stupide. Regarde ça. Regarde mes chaussures. C'est des loups-boutins dans de la boue. » Maman pleurait, un mouchoir en papier collé sur son nez. Papa essayait de tenir un parapluie au-dessus de Godefroy, mais Godefroy l'a repoussé violemment. Godefroy. Le prince. Il était rouge cramoisi. Il ne regardait pas sa fiancée. Il était au téléphone, gesticulant furieusement. Lazare a ajouté un commentaire sous la vidéo, « Godefroy vient d'apprendre que le photographe de Milan ne viendra pas. Il n'a pas reçu le virement du solde. Il est resté en Italie. » J'ai zoomé sur le visage de Godefroy. La haine pure. Pas envers moi. Envers eux. Envers cette famille qu'il pensait riche et soumise, et qui se révélait être un bourbier financier et social. Puis, une deuxième vidéo est arrivée vers 13 h. Le moment du buffet. À la place des verrines de homard et du champagne millésimé, il y avait des plateaux de charcuterie sous vide et du vin de table. L'oncle Michel, bon prince mais pas magicien, avait fait ce qu'il avait pu avec le budget zéro. Godefroy a pris un micro, qui grésillait horriblement. Tout le monde s'est tu, espérant un discours pour sauver l'ambiance. « C'est une blague ?» a-t-il dit dans le micro. Sa voix résonnait dans le jardin humide. « C'est ça, le respect que vous avez pour ma famille? Des chips et du saucisson ?» Il s'est tourné vers mes parents. « Vous m'avez menti. Depuis le début. Vous avez joué les grands seigneurs, mais vous n'êtes que des clochards qui vivent au crochet de votre fille aînée. Et quand elle coupe le robinet, vous n'êtes plus rien. » Un silence de mort est tombé. Même la pluie semblait s'être arrêtée pour écouter. Mélisandre a suffoqué. « Godefroy, chéri, ne dis pas ça. C'est juste un contretemps. »« Un contretemps ?» a-t-il hurlé. « Tu es une arnaque, Mélisandre. Une fausse riche, une fausse influenceuse, et une fausse femme du monde. Je ne vais pas épouser une famille de menteurs. Je ne vais pas associer mon nom à ça. » Il a fait un geste large englobant le jardin boueux, les chaises en plastique, et mes parents pétrifiés. Puis, il a jeté le micro par terre. Le Larsen a percé les tympans de tout le monde. C'est fini. Je me casse. Il est parti. Sa famille a suivi en cortège, comme une armée en retraite, talons au claquant sur le pavé de l'allée, laissant derrière eux la mariée en pleurs dans la boue. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Je ne vais pas associer mon nom à ça. Il avait raison sur un point. C'était pathétique. Mais ce n'était pas ma faute. C'était la vérité nue, dépouillée de mes 45 000 € de maquillage. J'ai posé le téléphone. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Pas de tristesse pour eux. Mais de soulagement pour moi. C'était fini. Le lien toxique était rompu. Il ne pouvait plus m'atteindre. Le dimanche, j'ai décidé de rallumer mon téléphone principal. Je savais que je devais affronter la tempête pour pouvoir tourner la page définitivement. Dès que l'écran s'est allumé, il a failli planter sous l'afflux de notifications. 47 appels manqués de maman. 32 appels manqués de Mélisandre. 12 appels de papa. Et des centaines de messages WhatsApp. J'ai commencé par lire ceux de maman. Il suivait une courbe émotionnelle fascinante, typique du deuil, ou de la folie. Samedi 10 h, Sido, répond. C'est une erreur terrible. Appelle le château tout de suite. Samedi 12 h, tu es une fille indigne. Comment peux-tu faire ça à ta sœur? Tu vas le payer. Samedi 15 h, après le départ de Godefroy, ton père fait un malaise.
J'espère que tu es contente. Tu as tué cette famille. Dimanche 8 heures, Sido. S'il te plaît. On a besoin d'argent. Le traiteur nous réclame des indemnités. Godefroy menace de porter plainte pour abus de confiance. On risque de perdre la maison. Appelle-nous. Puis ceux de Mélisandre. Samedi 14 heures, je te hais. Tu es une sorcière jalouse. Tu as gâché ma vie. Dimanche 9 heures, il est parti, Sido. Il m'a laissé. Tout le monde se moque de moi sur Instagram. Quelqu'un a posté la vidéo de la boue. Je suis fini. J'ai besoin de toi. Aide-moi à payer les avocats pour le récupérer. Je t'en supplie, tu es ma grande sœur. Je suis ma grande sœur. Maintenant, j'étais sa sœur. Pas la plouc. Pas la tâche. La sœur. Celle qui a le chéquier. J'ai écouté un message vocal de papa. Sa voix tremblait. Sidonie. C'est papa. Écoute, on a peut-être été maladroit. Mais on est ta famille. Le sang, c'est sacré. Tu ne peux pas nous laisser dans cette merde. On a 20 000 € de dettes qui nous tombent dessus là, tout de suite. Reviens. On s'arrangera. On te fera des excuses si tu veux. Si tu veux. Comme si c'était un caprice de ma part. Comme si j'étais une enfant qui boudait parce qu'elle n'avait pas eu de dessert. J'ai pris une grande inspiration. L'air marin a rempli mes poumons. J'étais calme. Terriblement, froidement calme. J'ai rédigé une réponse unique. Une réponse pour le groupe familial. Je ne reviendrai pas. Je ne paierai pas un centime de plus. Vous aviez honte de moi? J'ai exaucé votre vœu, j'ai disparu. Vous vouliez que je ne sois pas sur les photos? Je n'y suis pas. Vous vouliez mon argent sans ma présence? C'est là que vous avez fait une erreur de calcul. Mon argent voyage avec moi. Godefroy ne t'a pas quitté à cause de moi, Mélisandre. Il t'a quitté parce qu'il a vu qui vous étiez vraiment sans mon financement. Il est tombé amoureux d'un mirage que je payais. Quant à la dette, considérez ça comme le prix de toutes les années où vous m'avez traité comme une option. Débrouillez-vous. Je suis en vacances. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué leur numéro. Un par un. Bloqué. 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 C'était comme couper des branches mortes d'un arbre pour qu'il puisse enfin respirer. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il viendrait me chercher. Il connaissait mon adresse en Dordogne. Il connaissait mon atelier. Il viendrait, non pas par amour, mais par faim. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. Je suis restée en Corse une semaine de plus. J'avais besoin de ce temps pour me fortifier, pour construire une armure autour de mon cœur autrefois trop tendre. Quand je suis rentrée en Dordogne, l'automne s'était installé pour de bon. Les arbres étaient rouges et or. En garant ma voiture devant ma petite maison en pierre, j'ai vu qu'ils étaient là. La voiture de mes parents était garée devant mon portail. Ils m'attendaient. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. Maman avait les traits tirés, sans maquillage. Papa était voûté. Mélisandre n'était pas là. Je suis sortie de ma voiture. Je n'ai pas ouvert le portail. Je leur ai parlé à travers les barreaux en fer forgé. C'était symbolique. C'était ma frontière. Sidonie, a crié maman en se précipitant vers la grille. Dieu merci. Ouvre-nous. Il fait froid. J'ai croisé les bras. Non. Dites ce que vous avez à dire d'ici. Tu ne vas pas laisser tes parents dehors comme des chiens? S'est indigné papa, retrouvant un peu de son autorité mal placée. Vous m'avez bien laissé dehors de votre vie tout en fouillant mes poches, ai-je répondu sèchement. Qu'est-ce que vous voulez? Maman a commencé à pleurer. Des vraies larmes cette fois, je crois. Des larmes de peur. Ils vont saisir la maison, Sido. On avait hypothéqué la maison de vacances pour payer les acomptes que tu as annulés, enfin, pour essayer de rattraper le coup.
Mais Godefroy nous attaque en justice pour préjudice moral. Il réclame 50 000 euros. On n'a rien. On est ruiné. Elle a agrippé les barreaux. Mélisandre est en dépression. Elle ne sort plus de sa chambre. Sido, je t'en supplie. Tu as de l'argent. On le sait. Tu vends tes poteries aux Japonais, tu es riche. Aide-nous. Juste une dernière fois. Après, on te laissera tranquille. Je te le jure. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais espéré qu'elle me regarde avec fierté, pas avec avidité. Je me suis souvenu du « tafcut » dans le texto. Maman, ai-je dit doucement. Tu te souviens quand tu as dit que je ferais « tache » sur les photos? Elle a baissé les yeux. C'était une erreur, on était sous pression. Non. C'était la vérité. Je fais tache dans votre tableau. Et vous savez quoi? L'argent aussi fait tache maintenant. Je ne vais pas vous donner un centime. Papa a frappé du poing sur le portail. Tu es un monstre. On t'a élevé. On t'a nourri. Et je vous ai remboursé au centuple. Ai-je crié, perdant mon calme pour la première fois. J'ai payé vos dettes, vos voitures, les études de Mélisandre. J'ai tout payé. C'est fini. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Par contre, j'ai une dernière nouvelle pour vous. La maison où vous habitez actuellement? Celle de Mamie Zélie? Ils se sont figés. Oui. Et alors? Vous oubliez que Mamie me l'a léguée en nue propriété, et que vous n'en avez que l'usufruit tant que vous payez les charges. J'ai vérifié. Vous n'avez pas payé la taxe foncière depuis 2 ans. C'est moi qui la payais sans vous le dire. Mais j'ai arrêté le mois dernier. Le visage de papa est devenu blanc. Quoi? J'ai lancé la procédure pour récupérer la pleine propriété pour défaut d'entretien et non-paiement des charges. Vous avez 3 mois pour partir. Je vais la vendre. Je vais vendre cette maison pleine de mauvais souvenirs et je vais agrandir mon atelier. Maman a glissé le long du portail, s'effondrant sur le gravier. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. C'était la maison de Mamie. Et vous l'avez mise dans un mouroir pour récupérer sa maison plus vite. Je la venge aussi. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai fait marche arrière. Je les ai laissés là, devant le portail fermé, pleurant sur les ruines de leur propre cupidité. Je suis allée directement à la maison de retraite Les Mimosas. Mamie Zélie était assise dans son fauteuil roulant, face à la fenêtre, regardant les feuilles tomber. Quand je suis entrée, son visage s'est illuminé. C'était le seul sourire sincère de cette famille. Ma petite potière, a-t-elle dit d'une voix chevrotante. Tu es venue. Je me suis agenouillée près d'elle et j'ai pris ses mains. Elles étaient comme les miennes. Usées, tachées, fortes. Je suis là, mamie. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle savait tout. Lazare était venu la voir. Tu as bien fait, ma fille. J'ai éclaté en sanglots. J'ai posé ma tête sur ses genoux et j'ai pleuré comme une enfant. Toute la tension, toute la culpabilité, toute la douleur de ces dernières semaines est sortie. Ils disent que je suis méchante, mamie. Ils disent que j'ai détruit la famille. Elle a caressé mes cheveux avec ses doigts noueux. Tu n'as rien détruit, Sidonie. Tu as juste arrêté de soutenir un château de cartes qui était déjà pourri. La méchanceté, ce n'est pas de dire non. La méchanceté, c'est d'exploiter ceux qu'on devrait aimer. Elle a soulevé mon menton pour que je la regarde. Ton argent, c'est ta liberté. Tes mains, c'est ta dignité. Ne laisse plus jamais personne te dire que tu es trop ou pas assez. Tu es Sidonie. Et Sidonie, c'est suffisant. J'ai souri à travers mes larmes. Je vais te sortir d'ici, mamie. Je vais vendre la vieille maison. J'ai assez d'argent maintenant. Je vais construire une annexe à mon atelier. Une chambre pour toi. Avec vue sur le jardin. Tu viendras vivre avec moi. On fera de la poterie ensemble. Ses yeux se sont embués. Vraiment? Tu ferais ça pour une vieille femme inutile? Tu n'es pas inutile.
Tu es la seule racine saine de cet arbre malade. C'est ce que j'ai fait. Les mois suivants ont été durs, juridiquement. La bataille pour expulser mes parents a été laide. Ils ont essayé de me salir dans tout le village, racontant que j'étais une fille ingrate qui jetait ses vieux parents à la rue. Mais les gens du village me connaissaient. Ils voyaient mes mains. Ils savaient qui travaillait et qui paradait. Personne ne les a crus. Mélissandre a dû prendre un travail. Un vrai. Elle est vendeuse dans une boutique de vêtements dans un centre commercial. Pas chez Chanel. Chez Zara. Elle plie des vêtements toute la journée. Godefroy a disparu de la circulation, probablement à la recherche d'une nouvelle victime riche. Quant à moi, je suis assise dans mon atelier rénové. Le soleil entre à flot. Mamie Zélie est dans son fauteuil, à côté de moi, en train de peindre maladroitement une tasse. Elle rit. Mon téléphone vibre. C'est une commande du Japon. 50 services complets pour un restaurant étoilé à Tokyo. Valeur, 60 000 €. Je regarde mes mains. Elles sont couvertes de terre. Elles sont sales. Elles sont magnifiques. Ils voulaient me faire croire que j'étais une plouc. Que je ne valais rien sans leur approbation. Mais j'ai découvert une vérité essentielle, on ne peut pas être humilié quand on connaît sa propre valeur. Ils ont voulu m'enterrer. Ils ont oublié que j'étais une graine. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression d'être la banque ou le bouche-trou de votre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour sauver votre peau? Dites-moi tout en commentaire. Votre histoire compte. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ma colère et ma libération, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de dire non. Je suis Sidonie, et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire de vérité. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre dignité.